Là, je commence tout de suite pour vous dire que là, c'est la conférence la plupart de la journée, parce que vous êtes déjà trop fatigué. Puis, en plus, je ne vais pas vous parler de technicité. Ça va être quand même une conférence, un sujet assez général, c'est-à-dire assez informationnel. C'est ma première Hackfest. Je suis content d'être présent. Pour vous parler rapidement de moi, mon nom est Blaise Arbouet. Je travaille présentement pour une compagnie en fonds d'épargne retraite où je suis responsable ou en charge de la sécurité. Je fais quand même, j'ai un collègue, bon, pas un collègue là, mais un ami de la salle. On a fait des études en sécurité à Polytechnique, donc j'ai commencé à développer ma carrière en cybersécurité. Ça fait un peu plus de 5 années. J'ai fait aussi de la certification pour m'aider à me mieux positionner. Je suis boursier aussi de ARIN et ICANN. C'est quand même deux organisations qui gèrent les noms de domaine sur Internet que vous avez déjà entendu parler. Le choix de mon sujet est un peu en lien avec ce que je fais, c'est-à-dire j'ai fondé, il y a de cela 3 ans, une conférence qui s'appelle Haiti CyberCon, où on sensibilise les gens sur les questions de la cybersécurité. Donc, ça touche l'Amérique latine et les Caraïbes, qui est un peu ce qui concerne mon sujet d'aujourd'hui. Là, on va aller dans le sud. Il fait froid un petit peu dehors pour certaines personnes. On sait que dans le sud, ça fait chaud. J'avais des questions pour vous, mais écoute, les réponses sont déjà au tableau. Est-ce que vous avez déjà une idée de combien de pays il y a pour la région Amérique latine et Caraïbes, même si c'est sur l'écran? 33. Vous allez dire probablement c'est plus, mais oui, c'est plus. C'est 33 pays autonomes, mais quand même, il y a les pays qu'on appelle quand même les territoires ou bien les dependencies, comme on dirait ça, peut-être les dom-toms. Par exemple, ces pays aussi, ils font partie de l'Amérique latine et des Caraïbes. Si je vous pose encore une autre question, vous savez aussi combien de langues on parle dans la région Amérique latine et Caraïbes? Au moins 4. OK? Et puis, un pays, si je retire les territoires ou bien les dom-toms là, qui parlent français, je peux inclure Haïti, non incluant quand même la Martinique et la Guadeloupe. Ça, c'est un exemple des pays où on parle que l'espagnol. Là, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà visité la République dominicaine et probablement Cuba. Beaucoup les Québécois vont aussi beaucoup à Cuba. Je les laisse la liste, le reste de la liste. Ça, c'est tous des pays qui parlent l'espagnol. Aussi, on a les pays qui parlent que l'anglais. Ça fait partie quand même pour la région Caraïbe. OK? Probablement, vous avez déjà visité la Jamaïque. Je sais aussi beaucoup d'entre vous ici, probablement les Bahamas. C'est des villes, c'est des pays de la région Caraïbe. Encore, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques pays qui parlent des langues différentes. Le Brésil, on ne parle pas que l'anglais, on ne parle pas l'anglais, mais c'est le portugais. J'ai parlé tout à l'heure d'Haïti, comme aussi la Suriname, où on parle le Dutch. Je vous ai présenté ces pays, c'est juste pour vous dire que c'est quand même des pays qui ne sont pas sur la carte comme ça se parle beaucoup en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs en parlant de cybersécurité. Mais c'est quand même des pays où il y a beaucoup de choses qui se passent là. Là, je commence tout de suite à vous parler quand même de certaines statistiques pour vous montrer, par exemple, là, le premier cas que je prends, c'est un pays. On va parler de pays, c'est la région, par exemple, pour commencer. Il y a un réseau social qui s'appelle Taringa. En 2017, ce réseau social-là a été piraté et environ 28 millions d'utilisateurs ont été victimes ou se sont fait avoir le code dans cette liste-là. Et vous savez, juste pour l'Amérique latine, on a environ, l'Amérique latine et les Caraïbes, on a environ, si j'ai bonne mémoire, 60 millions d'habitants en tout. Donc, ça veut dire que c'est déjà plus qu'un tiers quand même. Autre statistique, I7, comme compagnie d'antivirus, a sorti un rapport en 2018, en 2019, cette année, disons, en août, pour dire que les cas de cyberespionnage sont très aussi répandus en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'exemple que je vous donne le tableau, c'est celui de Venezuela. Là, pas la peine de vous parler de politique, mais vous avez déjà une idée pourquoi on peut donner l'exemple du Venezuela comme pays où il y a le plus de cas de cyberespionnage, parce que tout simplement, la situation politique là-bas, ça ne va pas bien. Donc, les externes, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, ils veulent aller chercher de l'information. La question, c'est pour le Venezuela, cyberespionnage, c'est de quel pays? C'est du Venezuela, mais à partir de quel pays?
Dans les stats, on parle beaucoup des États-Unis et de l'Europe. Aussi, un autre exemple, là, le Chili. Ça va pas bien cette semaine, je crois. Oui, c'est ça où il y a la manifestation. Encore une autre attaque dont la Banque du Chili a été victime. Et malheureusement, cette attaque-là a piraté, a permis d'avoir ou de compromettre 500 serveurs et plus de 9000 stations de travail. Et cette attaque-là, c'était juste pour prendre le contrôle du réseau SWIFT, le réseau qui est utilisé pour les transactions bancaires. Je pense que c'est probablement l'avant-dernier, encore de I7, qui prouve que les rançons logicielles, ça ne se passe pas seulement aux États-Unis et au Canada ou en Europe. Il y a aussi beaucoup de cas qui sont signalés en Amérique latine et les Caraïbes. Là, vous voyez, comme on explique dans le rapport, c'est quand même des pourcentages qui sont assez rapprochés quand même, mais le Venezuela aussi, comme l'Équateur, ils prennent aussi la tête du maillot parce que tout simplement, c'est des réseaux qui sont vulnérables. Le dernier, c'est le Mexique. C'est encore un autre cas de piratage du réseau bancaire. C'est des responsables d'un groupe, je pense qu'on met le nom ici, qui s'appelle les Bandidos Revolution Team, qui a piraté encore le réseau bancaire de la plus grande banque de Mexique. Tout ça pour vous dire que ça ne se passe pas seulement ici, ça se passe aussi ailleurs. Là, la question que je me pose est dit, en général, les gens ou les acteurs malveillants, ils vont prendre contrôle, ils vont attaquer les systèmes de ces pays, tout simplement parce qu'il y a quand même un certain niveau où la fracture numérique est moindre par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire, le ITU, qui est une agence des Nations Unies, qui a sorti un index qui permet d'évaluer la fracture numérique entre les différents pays. Et ce index-là a permis de constater au stade suivant que la région où je parle ce soir, qui est la région Amérique latine et Caraïbes, que vous voyez là, c'est la région quand même où l'utilisation des technologies est quand même très avancée. Donc, vous voyez, Amérique latine et Caraïbes, ils sont dans upper et medium. Bon, parlez pas moi après même de l'Afrique où ça va quand même un peu mal. Parlez pas moi non plus d'Haïti, que vous voyez là, le pays, c'est en jaune quand même, où ça quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, tout ceci pour vous dire que la fracture numérique existe d'un pays à un autre, mais aussi les attaques, ces pays-là qui sont victimes de ces attaques-là, c'est parce que tout simplement, il y a quand même une bonne amélioration des infrastructures technologiques. Donc, c'est quand même une proie pour les acteurs malveillants. La suite de ma présentation va présenter ces pays-là par rapport à ces 4 initiatives-là. Par exemple, où est-ce que l'Amérique latine et les Caraïbes se trouvent par rapport à la Convention de Budapest. Il y a aussi le registre Internet pour la région qui est l'ACNIC, qui a aussi un programme pour encadrer ces pays-là. Il y a aussi ITU, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un index qui a été développé juste pour la cybersécurité, et puis l'Organisation des États américains. Donc, ces 4-là, rapidement, je vais la passer en revue pour vous montrer exactement là, c'est quoi la situation pour améliorer la posture de sécurité dans ces pays-là. Si je commence avec la Convention de Budapest, pas la peine de vous expliquer ce que c'est un traité qui permet d'encadrer l'Internet et les crimes, les cybercrimes. Eh bien, pour notre région, on a déjà 7 pays qui adhèrent à ce traité-là. Donc, commencer par l'Argentine pour finir par le Pérou, les autres. Ils attendent encore, pas parce que le traité ne les intéresse pas, mais quand même, ça prend un effort parce qu'en plus de le traité, ça prend aussi la ratification du Parlement, ça prend aussi qu'il y a des travaux à faire après. Donc, ça avance de ce côté-là. Mais je vous avais dit tout à l'heure, il y a plus de 33 pays quand même. Je vais maintenant pour l'ACNIC, qui est le Regional Internet Registry pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Il faut dire aussi en parenthèse que la région Amérique latine et les Caraïbes est gérée par 2 Regional Internet Registry. Okay? Il y a le ARIN, qui a le contrôle de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis, mais aussi à certains pays de la Caraïbe, okay, qui aussi sont sous le contrôle de ce RIR-là. La CNIC dispose quand même beaucoup plus de pays, donc j'utilise la CNIC tout simplement parce que ce pays-là, quand même, cette organisation-là dispose quand même de beaucoup de pays où ils offrent les services. La CNIC, comme
Regional Internet Registry, son rôle aussi, en plus d'allouer des ressources, c'est-à-dire que ce soit des ressources pour les adresses IP à ces pays-là, c'est-à-dire des blocs d'adresses IP. IPv4, c'est fini, malheureusement. On leur recommande beaucoup aux pays maintenant d'utiliser du IPv6. Donc, cette même organisation-là aussi encadre ces pays en mettant un programme, c'est un projet, je dois dire, qui s'appelle le WAP. Pour permettre à cet organisme de savoir qu'est-ce qui se passe dans la région, donc le WAP projet permet de savoir exactement qu'est-ce qui se passe pour tous les clients, c'est-à-dire pour toutes les compagnies qui utilisent des blocs d'adresse IP de la RIN ou qui utilisent des Autonomous System Number de la région. Et là, vous avez une idée rapidement de comment est la situation. OK? Beaucoup d'attaques d'hameçonnage. Je ne veux pas dire que c'est normal, mais ça se passe aussi beaucoup ici. C'est très, très, très utilisé. Il y a aussi deux qui concernent quand même leur rôle en tant que fournisseur de noms de domaine, par exemple, le Open Resolver et aussi le Prefix Advertising. C'est ces deux types d'attaques-là que probablement vous connaissez moins. Le Open Resolver, étant donné que le rôle aussi du Internet Registry, c'est de fournir des adresses IP et des noms de domaine aux pays de la région, mais aussi le rôle de cet organisme aussi, c'est d'accompagner les pays à avoir, par exemple, des routes DNS, des serveurs de racines dans les pays, afin que le trafic puisse être bien identifié. À ce moment-là, le Open Resolver, c'est un type d'attaque qui permet, par exemple, de faire une résolution de DNS sans que la personne ou la compagnie qui utilise ce service-là donne l'autorisation. Donc, il découvre quand même beaucoup d'attaques de ce type-là. Et puis, le Prefix Advertising, c'est un type d'attaque qui utilise le protocole IPv6 ou les adresses IPv6. Donc, c'est une attaque où l'acteur malveillant utilise le protocole IPv6 pour, après, faire ce qu'on appelle une attaque man in the middle. Donc, c'est deux types d'attaques qui concernent quand même des fournisseurs qui donnent des adresses IP ou des noms de domaine qui concernent la région. Donc, je laisse quand même la reste pour vous montrer que entre janvier et octobre, où j'ai sorti la fiche là, c'est quand même beaucoup d'attaques concernant les pays de la région. Je prends un autre qui concerne de janvier à maintenant pour vous dire que l'attaque, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est la plus répandue, c'est le cas de phishing. Et ça concerne pas mal les pays de cette région-là. Maintenant, quoi d'autre aussi concernant les régions? Le WAP aussi a le rôle de mettre en place ce qu'on appelle des Computer Security Incident Response Teams. C'est-à-dire, les pays aussi, les gouvernements, ils doivent mettre en place des centres de réponse aux incidents pour savoir exactement comment répondre quand il y a un problème. Eh bien, le LACNIC a accompagné tous ces pays-là que vous voyez dans la liste à gauche là, à mettre en place des centres de réponse aux incidents. Juste aussi à ajouter que, par exemple, ce même projet-là aussi permet, par exemple, avec une plateforme qui appelle le MAPA CISUP, pour permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire un centre de renseignement. C'est-à-dire, il y a un portail qui existe où les gens peuvent aller signaler quelque chose qui se passe. Par exemple, vous avez subi une attaque, donc au lieu d'aller directement vers la police ou ailleurs, donc la personne peut, ou la compagnie peut aller directement sur un portail et transmettre l'information. Le troisième que je vois aussi, c'est le ITU. Le ITU, comme j'ai dit tantôt, c'est une agence des Nations Unies dont son rôle est d'accompagner les pays à développer leur niveau au niveau des TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Le ITU a développé un agenda, un programme qu'on appelle Global Cyber Security Agenda. Et dans le GCA, ils ont sorti ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire un moyen d'identifier le niveau de cybersécurité de ces pays-là. Donc, c'est un index qui se base sur 25 indicateurs. Et ce index-là fait allusion ou fait appel à 5 piliers. C'est-à-dire, pour évaluer le niveau de cybersécurité de ces pays-là, il y a l'aspect légal, l'aspect technique, l'aspect organisationnel, l'aspect de développement de capacité et l'aspect de coopération.
Pas la peine de passer le temps pour vous expliquer exactement qu'est-ce que le rôle de chacun de vous avez. Vous allez voir quand même, par exemple, là, les pays, si l'aspect légal ou l'aspect légal ou le juridique n'est pas adressé ou n'est pas adressé, c'est facile quand même, s'il n'y a pas de provision légale dans un pays, qu'un acteur malveillant qui a commis son forfait en Europe peut aller se cacher dans n'importe quel pays de l'Amérique latine. Donc, ça se fait quand même la provision légale. L'aspect technique, j'ai dit tantôt, c'est juste pour encadrer les pays à mettre en place des centres de réponse aux incidents. L'aspect organisationnel, les métriques pour évaluer le niveau de votre posture de la sécurité. La quatrième partie aussi, le quatrième pilier, ça concerne beaucoup les recherches et développement, la sensibilisation et la coopération qui permet des échanges entre les différents pays, que ce soit au niveau de la région, mais aussi ailleurs. Encore, pour faire allusion avant d'arriver à ces pays-là, là, je vous dresse rapidement une liste des 11 pays, les top 11 au niveau de ITU, c'est-à-dire par rapport aux 5 piliers que j'ai présentés tout à l'heure, quels sont les pays qui sont les mieux performants. Ça ne dépend pas de la population, malheureusement. Je prends l'exemple toujours de l'Estonie, qui est un petit pays où ils comprennent bien c'est quoi l'importance d'améliorer leur posture de sécurité. Le Canada est aussi là-dedans. C'est les 11 meilleurs joueurs pour le rapport ou pour l'index GCI. Maintenant, pour la région Amérique latine et Caraïbes, le meilleur joueur aussi, c'est l'Uruguay. Je le compare par rapport au Canada, juste pour vous donner une idée rapidement. Ils sont les meilleurs parce que tout simplement, ils ont mis en place un bon encadrement pour la sécurité et aussi l'utilisation des métriques. Je peux dire quand même assez quand même proche d'un pays quand même développé parce qu'ils ont quand même fait du bon travail. Il y a toujours des récalcitrants, il y a toujours des joueurs difficiles, il y a toujours des gens qui prennent du temps pour avancer, comme aussi des pays. Là, je vous mets aussi la liste des pays qui ont encore de la peine à s'engager, qui ont encore la peine à s'avancer. Donc, je vous donne une liste rapidement. Malheureusement, Haïti est aussi là-dedans, comme beaucoup d'autres pays de la région. Le dernier, c'est l'Organisation des États américains. C'est aussi une organisation régionale qui encadre aussi beaucoup les pays par rapport à la sécurité. Là, c'est quand même 5 domaines où l'Organisation des États américains travaille. Il aide les pays, il accompagne beaucoup les pays à faire ce qu'on appelle du développement stratégique pour cybersécurité. J'ai parlé tantôt aussi de la mise en place de ces CERT, beaucoup aussi pour la sensibilisation et les recherches, les formations, les ateliers et aussi les exercices. J'ai quand même assisté à quand même pas mal d'exercices pour les activités de l'OEA. C'est comme des CTF. Ils font venir des gens de tous les pays, des spécialistes en sécurité de tous les pays de la région, et puis ils participent dans des compétitions où ils vont simuler des situations, des attaques où les pays vont tous participer, et puis la personne ou le pays qui a répondu ou qui a eu le plus de bonnes réponses, ça va être le pays gagnant. Un peu différent de l'ITU tout à l'heure, OEA utilise un modèle qui s'appelle le CMM, qui c'est un modèle qui a été mis en place par l'Université d'Oxford en Angleterre. C'est un modèle qui utilise aussi 5 piliers, mais qui ont des noms différents. C'est les politiques et les stratégies, la culture et la société, l'éducation, le cadre de travail pour l'aspect juridique, comme aussi les technologies. Donc, un pays qui veut faire avancer son niveau, l'OEA va l'accompagner dans tous ces domaines-là. Eh bien, quelles sont les réalisations de l'OEA de 2004 à date? Ils ont déjà mis en place 21 CISET dans la région, 21 quand même pour plus de 33 pays, c'est quand même assez bien. Malheureusement, j'ai seulement 4 pays qui ont adopté leur stratégie de sécurité, tandis que les 8 pays que je vous donne dans la liste sont en train de s'améliorer, sont en train de comprendre ce qui se passe et s'améliorer, tandis que toutes les autres, là, ils attendent encore de participer ou de prendre leurs décisions. Encore un autre rapport qui est encore assez récent sur l'OEA, qui parle quand même
par rapport au modèle qu'ils ont mis en place, les genres d'exercices qu'ils ont réalisés. Ça a permis quand même de former pas mal de citoyens de la région. Beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, de stratégies nationales qui sont à 11, des exercices, comme aussi la mise en place de ceux que j'ai présenté tout à l'heure dans le slide. OEA, comme le LACNIC, dispose aussi d'un portail où les pays peuvent rapporter ce qui se passe, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont découverts, les types d'attaques qu'ils ont découverts, les types de menaces qu'ils ont découverts. Donc, tout ça peut être rapporté dans une plateforme qui s'appelle le c7america.org. Voilà, c'est une plateforme qui permet d'être informé en général. Il faut être membre de l'organisation 1. En plus, il faut aussi participer à l'exercice pour pouvoir, il faut avoir un C7 et participer de l'exercice pour faire partie ou pour pouvoir accès au portail. Mais dès que vous avez le pays a accès au portail, il y a toutes ces possibilités-là de s'améliorer. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, c'est des petits pays. Leur priorité, ce n'est pas les technologies. Leur priorité, ce n'est pas la sécurité. Mais il y a quand même beaucoup de défis à avoir. Ça, c'est encore un rapport de l'OEA qui dit que tous ces pays-là n'ont pas encore de stratégie, 27 sur les 32. Encore 18 qui ne comprennent pas que les infrastructures, c'est important. Il faut mettre en place des politiques pour les protéger. Pas la peine de vous expliquer ce que c'est, vous avez déjà compris. Un autre encore slide qui parle des défis qu'ils ont. Aucun programme de sécurité au niveau de l'éducation. Vous savez que de notre côté, ici au Canada, comme aussi aux États-Unis, on avance. Il y a quand même beaucoup d'universités qui commencent à mettre en place des programmes qui changent le curriculum des universités pour prendre en question la cybersécurité comme champ d'études. Mais quand même, des pays, on n'en parle même pas. Donc ça, c'est des cas. J'avais dit tantôt, il y a très peu qui mettent en place des programmes de sensibilisation. Tout pour résumer dans ce slide-là, qu'il y en a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'obstacles qui concernent malheureusement ces pays-là. Et si je résume quelques-uns là, vous allez voir que, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique. Il n'y a aucun encadrement qui travaille pour faire changer les lois. C'est un très gros défi. Pas aussi beaucoup de fonds, beaucoup de projets. Tout à l'heure, je parlais de ces 3 projets de l'ITU, de l'OEA ou du LACNIC. Mais quand même, le pays aussi doit mettre en place des initiatives, doit mettre à la disposition des fonds disponibles pour faire ce genre de travail-là, pour accompagner les organisations. Donc, si la priorité pour le pays, ce n'est pas mettre en place des initiatives liées à la cybersécurité, donc il faut trouver les fonds. C'est un problème spécifiquement qui concerne les pays en voie de développement, les petits pays. Pas de problème, pas de programme ou manque d'informations pour la sensibilisation. J'en ai parlé tantôt. Il n'y a pas vraiment de cadre de gouvernance, cadre de maturité. Le 5e, c'est quand même assez important. En Amérique latine aussi, il y a beaucoup de cas de cyberintimidation. Il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de contrôle parental vraiment pour dans les familles, dans les organisations. C'est un accompagnement qui est nécessaire. Je peux encore finir pour dire que pas d'équipe, pas de programme pour les recherches et développement. L'avant-dernier qui parle quand même reliance on important hardware and software. Dans ma lecture, dans mes recherches, j'ai trouvé quand même qu'une menace aussi pour les pays en voie de développement, c'est le fait qu'en général, ils utilisent beaucoup de produits qui arrivent de l'externe, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Mais malheureusement, c'est des produits aussi qui arrivent avec du backdoor, avec des choses aussi pour espionner. Donc, ils doivent aussi faire face à ces enjeux-là parce que tout simplement, ils ne mettent pas en place aussi leur propre application ou leur propre système. C'est tout adressé. Maintenant, s'il y a des obstacles, il y a aussi pas mal d'opportunités. Donc, c'est ce qu'on considère quand même les perspectives. Eh bien, ce n'est pas exactement le profil de chacun qui est ici, mais vous savez que par rapport à tous ces problèmes que j'ai évoqués tantôt, mais quand même, il y a quand même pour ces pays-là beaucoup d'opportunités pour faire la collaboration, que ce soit des collaborations ou des partenariats
privés, publics, pour aider ces pays-là. Donc, c'est des opportunités aussi, si ça vous intéresse, d'aller faire ces partenariats-là. Ça prend de l'argent aussi, comme Steve le dit. Étant donné que c'est des pays qui se trouvent dans l'Amérique latine et le Caraïbe, il y a quand même une certaine proximité par rapport aux États-Unis. Donc, c'est quand même aussi une bonne opportunité de faire de la collaboration avec le Canada ou des pays comme nous autres. Le troisième, ça c'est aussi important parce que, étant donné que c'est des pays qui ont besoin d'encadrement, c'est des pays où les systèmes ont besoin d'être évolués, eh bien, c'est pour moi une opportunité de mettre en place ou de faire des incubations de start-up. Pourquoi pas aller créer des compagnies qui peuvent faire des tests d'intrusion sur les systèmes, aller faire la formation pour les utilisateurs, aller accompagner leurs bureaux aussi, si vous êtes des gens du légal, à accompagner ces pays aussi à développer ces aspects-là. Donc, plein d'opportunités. Le quatrième pour moi, c'est une opportunité aussi parce que les pays en voie de développement ou qui sont sortis de la liste comme l'Inde se sont aussi beaucoup positionnés au cours des dernières années en offrant aussi le service, le support à distance. Ça coûte quand même très abordable par rapport à ce que coûte le support technique ici. Eh bien, la sécurité aussi, ou le service pour la sécurité opérationnelle peut être aussi un service que ces pays-là aussi peuvent offrir. Donc, c'est aussi des opportunités. Je l'appelle quand même des SOC as a service, mais c'est quand même des opportunités que ces pays offrent. Donc, à ce moment-là, des organisations qui existent ici, des professionnels qui existent ici, peuvent aussi aller chercher ces services-là dans ces pays-là. J'avais montré aussi tout à l'heure qu'il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau du secteur financier. Eh bien, pourquoi pas développer aussi des programmes, des systèmes qui permettent aussi à ces institutions financières-là de rehausser leur posture de sécurité. Il y en a quand même pas mal d'autres, mais je termine pour vous dire aussi que nous aussi, on a fait notre part. Moi aussi, étant donné que j'y crois quand même à l'amélioration, à accompagner, à faire de la sensibilisation, j'ai quand même quelqu'un dans la salle qui nous a accompagnés pas mal de fois, c'est Steve Waterhouse. Donc, on a créé il y a de cela 3 ans une initiative où on fait venir des gens de l'international pour parler de la sécurité en Haïti. C'est-à-dire, on traite de tous les thèmes, que ce soit les carrières en cybersécurité, que ce soit le contrôle parental, que ce soit la sécurité de l'Internet des objets, les femmes en cybersécurité, parce que aussi les minorités, ils ne sont pas assez présentés en cybersécurité, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs. Donc, on essaie de les accompagner. On a aussi découvert un vrai besoin pour les jeunes en Haïti ou ailleurs dans les Caraïbes d'apprendre aussi à améliorer ou à développer des compétences en pentesting. Il y a 1 an qu'on a fait un atelier pour permettre à ces gens-là de développer leurs aptitudes dans des tests d'intrusion, de pénétration. Et puis, c'est tellement intéressant pour eux. Ils aiment tellement ça. Donc, à travers cette conférence-là, on essaie de faire de la sensibilisation pour commencer, mais aussi on accompagne les gens pour leur dire que même si il y a d'autres problèmes à gérer, mais il y a pas mal d'autres situations à régler, il y a d'autres priorités pour le gouvernement, mais on leur donne de l'espoir en leur permettant de savoir qu'à travers cette conférence-là, il y a plein d'opportunités pour eux, pour leur permettre aussi d'avancer. Donc ça, c'est juste une initiative personnelle que moi, j'ai prise par rapport à toutes ces problématiques, tous ces enjeux que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et j'ai pensé que c'était une belle opportunité quand même, à travers le Hackfest, de vous parler de ça. Parce qu'en général, je ne parle pas seulement de Hackfest, mais ailleurs, quand j'y vais dans les conférences, on parle régulièrement, on parle rarement de ce qui se fait ailleurs, dans les régions américaines latines et Caraïbes, parce que tout simplement, ce n'est pas la priorité de ces gouvernements-là. Mais je pense qu'ils ont quand même besoin d'une voix. Et heureusement, j'ai pris quand même l'opportunité de parler d'eux. Donc, merci quand même de votre temps. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez des questions concernant les initiatives que j'ai évoquées, si vous voulez aussi apporter votre contribution, c'est une belle opportunité. Donc, je les prends maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir Blaise. Merci de la présentation. Toujours bon de te revoir. Dans la LAPNIC, est-ce qu'il y a des statistiques où es-tu au courant? Quel est le pourcentage d'influence du gouvernement chinois qui s'investit davantage dans les économies des pays en émergence versus l'influence américaine? Belle question.
Je ne peux pas vous donner exactement de réponses concrètes ou de résultats concrets. Je n'ai pas fouillé assez pour vous dire. Ça existe. J'ai les contacts, malheureusement. Je peux aller fouiller, mais je ne peux pas faire vraiment la comparaison. Mais je pense que les deux acteurs ou les acteurs malveillants de ces deux pays-là ou de ces deux régions sont là. Ils sont présents. Puis, je m'en allais où avec mon exemple? C'est, tu sais qu'en Haïti, présentement, tu as une compagnie vietnamienne qui prend beaucoup plus d'espace pour le développement de la technologie cellulaire. C'est un peu l'objet que je voulais faire comme comparaison. Donc, si Haïti a déjà pris un fournisseur vietnamien, est-ce que ça influence les autres pays de l'APNIC à aller dans cette direction-là et éliminer l'influence américaine? Écoute, moi, ce que je vois, ce que je comprends aussi, c'est que moi, je connais le cas Vietel ou le cas de ce fournisseur-là en service de téléphonie mobile. Ils sont rentrés dans le pays parce que tout simplement, la compagnie haïtienne qui s'occupait de la télécommunication était en faillite. Donc, le gouvernement voulait remonter les choses. Et puis, ils ont fait un appel d'offres à l'international. Et puis, c'est Vietel qui a gagné. Et puis, ils sont arrivés sur place. Malheureusement ou heureusement pour d'autres personnes. Écoute, est-ce que l'influence américaine, ça se perd? Je ne pense pas. Je ne pense pas, à mon avis, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, la Dicel aussi, qui est la compagnie compétitrice par rapport à Vietel, c'est aussi latino-américaine, caribéenne. C'est-à-dire, ils sont les deux joueurs qui ont tout le gros de la télécom en Haïti. Donc, je pense que si un troisième joueur arrive, je pense que ça va trouver la place. Parce que en général, la compétition, c'est comme ça. Le troisième joueur qui arrive, c'est offrir le meilleur service au meilleur prix. À ce moment, ils auront leur place, à mon avis. La dernière question, vois-tu à ce moment-là ces influences internationales venir influencer les professionnels comme nous pour donner un coup de main? Parce qu'il faut être aligné sur ces éléments politiques-là versus qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien. Ben, c'est ça. Écoute, si on se tait, si on ne fait rien, et les autres vont prendre notre place. Donc, je pense que, comme je dis, c'est une belle opportunité. Moi, je suis pas seulement leur avocat. Moi, j'essaie aussi d'accompagner parce que je sais que c'est une belle opportunité d'aider. Écoute, si vous ne prenez pas votre place, les autres vont prendre notre place. Donc, je pense que c'est à nous de nous engager. Moi, je vous invite de façon enthousiaste à aller prendre votre place, à aller accompagner ces pays-là pour pouvoir aider. Et c'est pour ça qu'on a pris l'initiative, nous autres. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez me contacter après. Comme ça, on peut vous expliquer comment vous pouvez contribuer, comment vous pouvez participer. Parce qu'il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser les autres prendre notre place non plus. Merci, Blaise. Yeah. Salut Blaise, content de te rencontrer. Je suis haïtien comme toi et je suis assez fier de voir les différentes initiatives que tu as prises. Je vais faire écho à la question de notre collègue tout à l'heure. On prend un cas comme Haïti, qui malheureusement est encore une fois dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. Mais au point de vue cybersécurité ou au point de vue sécurité informatique, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour pouvoir aider ces pays-là? OK, si on prend d'abord la partie, parce que nous, on touche, par rapport à notre conférence, on touche, par exemple, les étudiants, les professionnels, comme aussi les gens de gouvernement. Je vais vous dire franchement que ça a été plus facile pour nous de toucher les universités jusque-là. Les gouvernements, c'est un petit peu plus difficile parce que, ils pensent que quand vous essayez de prendre leur place, donc vous leur donnez le mot d'ordre, malheureusement. Ils ne sont pas professionnels, mais malheureusement, ils ne veulent pas que vous ayez les accompagner. Je pense que c'est quand même bien de ne pas aller directement ou individuellement, mais d'aller sous d'autres chapeaux. Par exemple, moi, j'ai essayé quand même beaucoup d'expériences, que ce soit à travers le ITU, l'OEA ou le LACNIC. C'est-à-dire qu'ils ont des projets, ils sont ouverts quand même à travailler avec pas mal d'autres acteurs. Donc, je pense que c'est quand même, au lieu d'aller individuellement, mais d'aller vers ces organismes-là qui sont déjà sur place, parce que c'est quand même leur rôle. LACNIC, il a la responsabilité de travailler avec la région. Et il y a des initiatives qui concernent aussi la sécurité. Nous aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les trouver pour leur dire comment on peut vous aider, étant donné qu'ils ne sont pas sur place tout le temps. Donc, on a été les voir pour dire comment on peut vous accompagner. Et puis après, facilement moi, je les ai contactés, franchement, je vous dis là, les trois, avant de venir présenter ici, pour qu'ils me donnent aussi l'autorisation de parler d'eux. Ils étaient ouverts parce qu'ils pensent que c'est aussi une opportunité de montrer ce qu'ils font, de présenter ce qu'ils font aussi. Donc, comme tu l'as demandé, je pense que c'est quand même bien d'aller, mais de passer à travers ce créneau-là au lieu d'aller directement. Deuxième et dernière question. La dernière conférence à Haïti CyberCon, c'était quand? Et la prochaine, c'est quand?
La dernière, c'était le 21 et le 22 septembre. Et puis la prochaine, ça va être en octobre, le 22 et le 23 octobre 2020. 2020. Et puis on aura 21, alors 19 et 20, parce qu'on a eu quand même beaucoup de demandes où les jeunes sont intéressés à apprendre à pirater, à apprendre à faire des choses, à apprendre à découvrir des choses. Donc, on va faire 2 jours d'atelier avant la conférence où on va faire des workshops juste pour que les gens puissent découvrir le métier de la sécurité. C'est une carrière quand même assez prometteuse. On a eu quand même des exemples, je vous dis sincèrement, des jeunes et qui ont appris à travers les conférences et puis qui ont été capables quand même d'aller faire des maîtrises ailleurs et aussi aller offrir leurs services ailleurs. C'est-à-dire, c'est quand même pour eux un espoir, c'est quand même pour eux une opportunité aussi d'aller montrer leurs compétences aussi ailleurs. Parfait, merci. Merci beaucoup aussi.